Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de révision qui portera sur l'œuvre du bourgeois gentilhomme, le 4e module. Rappelons que cette leçon s'adresse particulièrement aux élèves du tronc commun, et ce, dans le cadre des leçons à distance qui s'inscrivent dans la perspective de la continuité pédagogique. Rappelons tout d'abord que cette leçon sera consacrée à la lecture et dont les objectifs seront de reconnaître la composition de l'œuvre, personnages, composition, les rôles, le système des personnages, etc. Et puis également de s'approprier l'intrigue de l'œuvre et les ressorts du comique. Donc, sans tarder sur cette présentation, on va essayer tout d'abord de commencer par une réactivation de toutes ces connaissances et toutes ces informations que vous avez accumulées au long de du module. Commençons tout d'abord par le titre, le bourgeois gentilhomme. Déjà le titre, il recèle un petit oxymore, il cache une certaine réalité sur laquelle on va revenir après. C'est une œuvre qui est apparue en 1670, dont l'auteur est Molière. Rappelez-vous que ce n'est pas le vrai nom de l'auteur. Il s'appelle, de vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin, né en 1622 à Paris. Il est mort en 1673 à Paris après une représentation du Malade imaginaire qui jouait. Il avait mis en œuvre plus de 30 comédies, dont L'Avare, Médecin malgré lui, etc. Alors, rappelons le genre de l'œuvre. Le genre, c'est une pièce théâtrale, mais le sous-genre de l'œuvre, c'est une comédie-ballet construite en 5 actes, conformément aux exigences du théâtre classique. Cette pièce est classée dans la catégorie de la comédie, vu son sujet, sa composition, sa structure et la dominante des différents procédés comiques et alternance de musique et de danse. Donc, comédie-ballet, donc il y a la comédie, tout ce qui est dramatique, le jeu dramatique, et ballet, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la danse, la musique. Rappelez-vous que les deux ingénieurs de la pièce, Molière et Jean-Baptiste Lully également, le célèbre compositeur de l'époque, ils ont œuvré tous les deux pour donner naissance à cette comédie-ballet présentée devant le roi à l'époque. Les principaux thèmes dont regorge l'œuvre: snobisme, l'amour, l'argent, mariage, adultère, querelle, pédagogie, déguisement, maître-valet. Alors, pour devenir un gentilhomme, M. Jourdain, qui est bourgeois, tente de calquer son mode de vie sur ceux qu'il admire, sans borne et sans discernement, à savoir les gens de qualité, expression qu'on va ressasser au long de la pièce. Alors, pour intégrer cette société dont il est exclu, la société de la noblesse, le bourgeois s'exclut lui-même de celle dont il est issu. Concernant l'intrigue et l'unité de la pièce, rappelez-vous qu'il y a 2 intrigues parallèles qui se tissent parallèlement, l'une qui est apparente, celle de M. Jourdain, et l'autre qui est tacite, et c'est l'intrigue réelle, celle des couples qui vont tenter de se marier à la fin de l'œuvre. Alors, pour ce qui est l'intrigue de l'apparence, M. Jourdain prétendant acquérir un titre de noblesse et voulant conquérir le cœur d'une marquise, il deviendra Mamamouchi, et la femme qu'il courtise épousera un autre homme sans qu'il s'en doute. C'est objectivement un échec, mais par M. Jourdain, dont la quête trouvera son dénouement heureux dans l'imaginaire. Concernant l'intrigue réelle et qui se tisse à l'insu de M. Jourdain, c'est la quête parallèle de 3 couples. Celui de Noble, Dorante le comte, Dorimène la marquise, celui des jeunes maîtres, Cléante et Lucile, fille de M. Jourdain, et celui des valets, Coviel et Nicole, dont pour tout le monde, le mariage constituera un dénouement heureux. Alors, pour ce qui est la composition de la pièce, rappelons que cette pièce est composée de 5 actes. Je viens de le dire, conformément aux mesures et à la poétique classique du XVIIe siècle, chaque dramaturge devait respecter les normes que vous avez déjà, bien sûr, étudiées. Alors, nous avons 5 actes. Le premier acte contient 2 scènes. Le deuxième comporte 5 scènes.
Le troisième, on en a 16. Le quatrième contient 5 scènes. Et le dernier qui contient 6 scènes. Alors, pour ce qui est le résumé des actes, nous allons essayer d'être très concis pour ne pas perdre de temps dans les résumés détaillés des scènes. Alors, pour ce qui est l'acte premier, Monsieur Jourdain, bourgeois de son état, souhaite devenir gentilhomme et pour cela, il suit des leçons d'un maître de musique, un maître à danser, sans vraiment saisir la subtilité de cet enseignement. Pour le deuxième acte, l'arrivée du maître d'armes, qui est convaincu de la supériorité de son art, le ton monte avec l'arrivée du maître de philosophie, qui essaie de réconcilier par son arrogance les trois qui se battent. Il apprend cependant à son élève comment se prononcent les lettres. Donc, son élève, c'est Monsieur Jourdain. Le maître tailleur vient parfaire cette métamorphose, cette transformation de Monsieur Jourdain par un nouvel habit à la mode. Dans l'acte 3, on va découvrir le nœud, et l'action est vraiment très engagée là-dessus. Il s'agit de cet accoutrement, bien de cet habillement, l'habillement de M. Jourdain qui provoque la colère de sa femme. De plus, les prêts, cet argent octroyé au compte de rente, finissent de l'irriter. Celui-ci vient justement réclamer de l'argent et M. Jourdain s'exécute car Dorante favorise ses rencontres avec une marquise, Dorimène, dont il est amoureux. Alors, Madame Jourdain veut que sa fille Lucile épouse Cléante, mais son mari, Monsieur Jourdain, le repousse car il n'est pas gentilhomme. Dorimène arrive alors, persuadé de recevoir de Dorante ce que Monsieur Jourdain lui offre. Pour ce qui est quatrième acte, Madame Jourdain interrompt le festin. D'accord? Elle va mettre fin à ce festin qui est donné par son mari à la marquise et Coviel, le valet de Cléante, déguisé, annonce alors à M. Jourdain que le fils du grand Turc, Cléante, lui aussi qui est déguisé, souhaite épouser sa fille. Alors, pour se rendre digne de cet homme, le bourgeois doit devenir mamamouchi au cours d'une cérémonie burlesque. Arrivons à ce qui est cinquième acte, dans lequel Madame Jourdain et Lucile vont résister tout d'abord au mariage des deux amoureux, mais ensuite, quand elles vont reconnaître Coviel et Cléante, un ballet annonce le mariage du fils du grand Turc avec Lucile, ainsi que celui de Dorante et la marquise Dorimène. Donc, pour ce qui est ce système de personnages qui est introduit dans le résumé et que vous avez pu, bien sûr, recenser à travers ce suivi, on va essayer de le décliner dans un ordre d'importance, commençant par le protagoniste, le héros de la pièce, Monsieur Jourdain. Alors, qui est-ce? C'est un bourgeois de Paris, vaniteux, naïf et capricieux. Il aime les flatteries nobiliaires, il veut devenir un homme de qualité. Pour cela, il a engagé des maîtres, des enseignants, des professeurs qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme raffiné et instruit. Toutefois, les maîtres exploitent son ignorance et sa sottise. Il veut devenir l'ami d'un noble, Dorante, qui en profite lui aussi. Le comte Dorante, c'est un noble, mais quand même, il est pauvre. Donc, il essaie de soutirer l'argent de M. Jourdain. Alors, il en profite pour lui prendre son argent. Il désire aussi séduire une marquise qui s'appelle Dorimène. Donc, vous voyez, donc, le projet de M. Jourdain, c'est un projet énorme. Il veut à tout prix aspirer, prétendre et intégrer la noblesse à travers ses différentes œuvres, notamment la séduction de la marquise Dorimène. Alors, il se montre prêt à toutes les folies pour conquérir cette femme de qualité. Il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition. Il s'oppose au mariage de sa fille Lucile avec Cléante, car il veut avoir un gentilhomme pour gendre. Madame Jourdain, la femme du héros, c'est une femme simple et sensée. Elle est contrariée par les extravagances de son mari. Elle lui conseille de chercher un époux pour sa fille au lieu de s'intéresser à des cours qui ne sont plus de son âge. Alors, elle veut le bonheur de sa fille, Lucile, et elle veut la marier à Cléante, dont Lucile est amoureuse. Alors, Lucile, bien évidemment, c'est la fille de monsieur et de madame Jourdain.
Elle est amoureuse du jeune Cléante. Elle se brouille avec lui, se réconcilie encore une fois, hein, les intempéries de l'amour avec lui et finira par l'épouser. Nicole, quoique servante, mais c'est un personnage très important dans l'œuvre, hein, et c'est voulu par le dramaturge. On va voir que Nicole, la servante de la maison de M. Jourdain, elle parle devant son maître, d'accord? Donc, elle n'a pas honte de parler devant lui d'une façon décontractée, sans complexe. Elle lui tient tête pour défendre le bon sens. Elle se plaint du trop grand nombre de visiteurs qui salissent continuellement la maison. Elle aime Coviel, elle aussi, elle a un cœur, et le valet de Cléante, et finira par l'épouser. Alors, arrivons maintenant à Cléante, qui est un personnage très important dans l'œuvre. Alors, c'est un honnête homme, il est amoureux de Lucile, et il jouera la comédie pour assurer le bonheur après le refus de M. Jourdain de lui donner la main de sa fille. Donc, sous prétexte qu'il ne soit pas un gentilhomme. Donc, grâce à son valet Coviel, il se fera passer pour le fils d'un grand Turc, prétendant ainsi appartenir à une classe noble étrangère. Et c'est grâce à cette manigance, à ce complot qui va être tissé à l'insu de M. Jourdain qu'il va réussir à obtenir la main de Lucile. Coviel, lui, c'est un valet. Rappelez-vous, valet, marquise, comte, ces titres de noblesse, ces titres sociaux, sont des titres qui répondaient aux exigences et la composition, l'organisation de la société française à l'époque, notamment au XVIIe siècle. Alors, juste un petit rappel, pour parenthèse, donc à la tête, vous avez le roi, vous avez le système ecclésiastique, vous avez la noblesse et l'aristocratie, et finalement, vous avez le tiers-état, auquel appartient M. Jourdain dans la classe de la bourgeoisie. Donc, on veut passer de la bourgeoisie à la noblesse, c'est-à-dire, donc, le projet de l'ascension sociale, c'est un projet vraiment très clair, d'accord? Donc, je reviens à Coviel, qui est un valet qui appartient au tiers-état, mais bien sûr qui est le valet de Coviel, l'honnête homme. Le valet de Cléante, il est aussi il est confident, il est conseiller de Cléante. Alors, il devient ainsi le maître de la comédie, de la turquerie, notamment cette mascarade qui va s'entretenir à la fin de la pièce et à travers laquelle qui sera instrumentalisée pour duper M. Jourdain. Alors, pour aider son maître à avoir la main de Lucile, il imagine alors de le déguiser en grand turc, d'accord, et de l'introduire dans la maison pour honorer M. Jourdain, en lui offrant cette distinction de Mamamouchi. Coviel, lui aussi, il est amoureux de Nicole, la servante de la maison, et finira par l'épouser. Pour ce qui est d'Oronte, rappelez-vous, le comte d'Oronte, l'ami de M. Jourdain, l'ami de l'argent de M. Jourdain, c'est un comte ruiné, il n'a pas l'argent, il est pauvre, sans scrupules, il est un peu effronté, il fait tout pour avoir l'argent, il entend bien profiter de la naïveté de M. Jourdain en lui empruntant continuellement de l'argent. Alors, il désire épouser la marquise d'Orimène et se substitue à M. Jourdain pour offrir à sa maîtresse un dîner et un régal en exploitant les sentiments de M. Jourdain à ses propres fins. Dorimène, la marquise, elle est courtisée par M. Jourdain. Les dépenses de Dorante, payées par M. Jourdain, ce qu'elle ignore, l'inquiète car elle est veuve et hésite à se marier une seconde fois. Mais à la fin, on va voir, elle va se décider, lors de la cérémonie, cette turquerie de mascarade, à épouser Dorante. Les maîtres engagés par M. Jourdain afin d'être réhabilité, de devenir un gentilhomme. D'abord, le maître de musique qu'on va découvrir au début de la pièce, vers la première et la deuxième scène. Le maître de musique, c'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent. Il considère M. Jourdain comme un moyen facile de s'enrichir et il a composé avec son élève un air que M. Jourdain voulait offrir à la marquise d'Orimène. Alors, nous avons également le maître à danser
deuxième maître engagé est chargé d'apprendre à M. Jourdain ce qu'il voudrait, hein, parce que lui, il avait ce projet d'être capable d'apprécier la danse à sa juste valeur. Il va lui apprendre également comment faire la révérence à l'arrivée de la marquise d'Orimel. Le maître d'armes, lui aussi, il enseigne, M. Jourdain, l'art du maniement de l'épée. Comment utiliser, comment manier les armes, notamment l'épée. Il affirme que son art l'emporte sur tous les autres, ce qui provoquera une dispute entre lui et le maître à danser, et le maître de musique par son mépris pour leurs arts. Le maître de philosophie, lui, qui est censé être sage, ce n'est pas vraiment un philosophe, c'est plutôt un rhéteur. Il transformera la dispute avec les autres maîtres en bagarre lorsqu'il décrétera la suprématie de ce qu'il appelle philosophie sur les autres arts. Alors, il enseigne à M. Jourdain les voyelles et leur prononciation lui donne des conseils ridicules sur la façon la plus jolie d'écrire un billet doux à Dorimel. Le tailleur qui va fabriquer, qui va concevoir les vêtements de M. Jourdain, il les a confectionnés. Il profite, lui également, profite de la naïveté de M. Jourdain, en lui affirmant que les vêtements qu'il porte sont des vêtements qui sont les parures des gens de qualité. Sachant que M. Jourdain, c'est quelqu'un qui a un grand engouement pour l'apparence et les snobs. Alors, pour le convaincre de les acheter, alors, il lui démontre que ces vêtements sont portés par les gens de qualité. Ce sont des vêtements qui vont le rendre ridicule aux yeux de tous les habitants de la maison. Les garçons tailleurs, les garçons qui aident le tailleur, ils aident M. Jourdain à porter son nouvel habit. Ils lui extorquent également de l'argent par la flatterie et en le gratifiant de divers titres de noblesse. L'élève de maître de musique, c'est lui qui a composé sous les consignes, rappelez-vous, la pièce, elle s'ouvre sur les airs joués par cet élève de musique. Sous les consignes de son maître, il a composé un air pour la sérénade demandée par M. Jourdain. Donc, les deux laquais maintenant, l'élève du maître de musique, elle va jouer un rôle qui n'est pas très important, mais quand même, c'est lui qui va assurer cette sérénade, d'accord, ces notes qui sont en concordance avec ce que voulait M. Jourdain, ce qu'il voulait présenter pour la marquise d'Orimel. Alors, pour les deux laquais, ce sont deux jeunes qui portent un uniforme. Vraiment, leur rôle n'est pas très important. Ils sont toujours là, présents, aux côtés de M. Jourdain. Ils ne font qu'obéir aux autres de leur maître. Ensuite, nous avons plusieurs musiciens, plusieurs danseurs qui chantent, qui dansent dans les intermèdes et au cours de la cérémonie turque. Rappelons que c'est une comédie-ballet, d'où la présence des intermèdes et d'où également cette ingéniosité de Lully, le compositeur, le célèbre compositeur, qui a essayé de son mieux de mettre comme intrigue également. Donc les intermèdes ne sont pas seulement une illustration de la comédie, mais également ils prennent part dans le tissage de l'intrigue, notamment la dernière, par exemple, le dernier spectacle, cette mascarade turque, qui sera bien sûr le moment dans lequel on va bien sûr fêter et célébrer le mariage, le triple mariage de ces protagonistes. Alors, pour synthétiser ce système de personnages qui est axé sur ce protagoniste le plus important de l'œuvre, M. Jourdain, essayons de voir maintenant, d'examiner de plus près le schéma actentiel de l'œuvre. Donc, il s'agit, le sujet, c'est M. Jourdain, il est à la quête de la noblesse, son objet alors c'est de devenir gentilhomme. Le destinateur, c'est-à-dire cette force qui le pousse à chercher cet objet, c'est sa richesse, son snobisme, son goût pour les apparences, etc. Donc, qui va profiter de cet objet? Ce n'est que lui-même. Donc, M. Jourdain cherche à devenir noble, c'est pour satisfaire et étancher cette soif de la noblesse, cette soif des apparences. Alors, rappelons que dans chaque quête, il y a des adjuvants, il y a des opposants. Pour M. Jourdain, sa femme Nicole s'oppose
conformément à leur, bien sûr, à leur appartenance sociale, s'opposent à ce projet de M. Jourdain. Et les adjuvants, les faux adjuvants, on va dire, c'est notamment sont Dorante et les différents maîtres, celui de philosophie, de musique, celui à danser et le maître d'armes également. Donc là, dans ce schéma actantiel, il s'agit bien sûr d'une concrétisation de ce projet, du résumé, mais également de ce système de personnages de l'œuvre. Alors, on passe maintenant à la lecture et à la compréhension d'un extrait qu'on a choisi pour vous. C'est un extrait de l'acte 2, de la scène 3e, dans lequel nous avons la présence de ces enseignants, notamment maître de philosophie, le maître de musique, le maître à danser, le maître d'armes, Monsieur Jourdain et les laquais. Alors, je vais lire, suivez s'il vous plaît. Monsieur Jourdain. Oh là, monsieur de philosophie, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Maître de philosophie. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Monsieur Jourdain. Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et en vouloir venir en main. Eh quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Le maître a dansé. Comment, monsieur? Il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession. Maître de philosophie. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération, la patience. Maître d'armes, ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Maître de philosophie, faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Maître à danser, je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut, bien sûr, je soutiens que la danse, bien sûr, est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Maître d'armes, et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Maître de philosophie. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de la science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien, maître de musique. Allez, bellitre de pédant, maître à danser. Allez, cuistre fiefé, maître de philosophie. Comment, maraud que vous êtes? Comment, maraud que vous êtes? Le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups et sortent en se battant. Monsieur Jourdain. Messieurs, maître de philosophie, fripons, gueux, traîtres, imposteurs. Et ils sortent. Monsieur Jourdain. Monsieur le philosophe. Messieurs, monsieur le philosophe, messieurs, monsieur le philosophe. Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurais que faire. Et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer, je serais bien fou de m'en aller et de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Donc après cette lecture que j'estime expressive, essayons tout d'abord d'identifier cet extrait. Donc c'est un texte qui est de genre théâtral, sous-genre c'est comédie-ballet, on met toute cette réponse. Et le type, il est dialogal. Les personnages, ce sont les maîtres avec M. Jourdain. La situation de l'extrait. Alors, tout d'abord, après les scènes d'exposition dans lesquelles on a vu les maîtres qui se présentent successivement sur les scènes, dans les scènes, bien sûr, que nous avons lues, maintenant, le protagoniste de l'œuvre, M. Jourdain, est enthousiasmé d'apprendre toutes les sciences qui vont lui permettre d'accéder au
monde des nobles. Alors, le tissage de l'intrigue, essayons de voir comment cette scène, bien sûr, met en œuvre l'action engagée par les protagonistes, et notamment M. Jourdain dans son projet d'ascension sociale. Alors, vous avez, bien sûr, ces personnages, pourquoi ils sont sur scène? Ils se disputent, indignés par les propos du maître de philosophie. Alors, comment le maître de philosophie arrive-t-il à provoquer les autres professeurs? C'est en employant un lexique péjoratif qui dévalorise ses protagonistes, de plus bas, le plus honteux, une bête féroce, vaine gloire. Alors, que vise le maître de philosophie à travers ses propos? Il veut montrer devant M. Jourdain sa supériorité. Il cherche alors à sa prévaloir afin de gagner l'admiration et la largesse du féru de la noblesse. Alors, les autres maîtres, est-ce qu'ils acceptent ce dénigrement? Bien sûr que non. Ils s'en prennent à ce dernier afin de déjouer sa mise à mal de leurs disciplines respectives. Alors, que signifie cet échange d'injures entre les différents maîtres? Ils veulent tous démontrer l'importance des matières qu'ils enseignent respectivement afin de continuer de soutirer l'argent de maître Jourdain. Ils s'en remettent à la naïveté et à la crédulité de celui-ci. Alors, où réside l'importance de cette scène par rapport à l'intrigue? Alors, cette scène dévoile la mise en œuvre du projet d'ascension sociale, en l'occurrence l'aspiration à la noblesse, lequel projet est entrepris par le bourgeois, M. Jourdain. Celui-ci est désemparé face aux querelles des différents professeurs qui s'efforcent à se prévaloir les uns au détriment des autres, convoitant les richesses du futur gentilhomme. Comme conclusion partielle, il s'agit d'une scène d'exposition de l'œuvre. Ce texte met en lumière les préparatifs de M. Jourdain qui, afin d'être métamorphosé en homme de qualité, qui doit en parallèle assister aux chamailleries des professeurs qu'il a engagés. Alors, on va essayer de finir par ce deuxième axe pour voir un petit peu les procédés du comique dans ce texte. Alors, pour ce qui est procédé de comique, qu'est-ce qui provoque le rire dans cette scène? Nous avons les procédés du comique. Bien évidemment, le comique de situation, notamment l'attitude maladroite de M. Jourdain qui reste incapable de contrôler et de calmer ses professeurs, la bagarre entre les professeurs, les coups, la violence des rapports qui apparaît à travers l'utilisation de phrases nominales exclamatives, le comique de caractère, celui de M. Jourdain qui est obsédé par ses apparences, il n'arrive pas à participer à cette querelle pour conserver son apparence, le comique du geste, notamment la contradiction entre la sagesse enseignée du professeur de philosophie et son attitude colérique, des adultes qui se battent comme des enfants, et finalement le comique des mots, la présence de son champ lexical des injures philosophes, par exemple chien, bélître, etc. Donc là, le registre qui ressort de ces procédés, c'est le registre notamment comique. Alors finissons par cette synthèse. La tournure de la scène qui fait d'elle une scène comique, avec les attitudes et les gestes des personnages. Le comique dans la scène n'est pas arbitraire, au contraire, il a une vision plus profonde, celle de critiquer. On peut annoncer que Molière fait la satire en représentant d'une manière comique les défauts, les vices des personnes réelles, à titre d'exemple la vanité, l'hypocrisie et la stupidité. En peu de mots, la satire est considérée comme une prise de conscience des défauts afin de créer un changement et corriger le monde. Chers élèves, cette séance touche à sa fin. Nous vous remercions et à bientôt.